You can give me this. You can give me that. You can give me this. You can give me that. Je l'ai fait entre 74, tu vois, je suis rentré dans la vie en 74, 75, 76, et à cette époque-là, c'était les années 70, il était pas possible de vouloir rentrer dans le système, ça n'avait pas de sens. Tu vois, les années 80 ont remis le système à la mode, la fin des années 80 d'ailleurs. Hein. Et moi, à l'époque, j'avais exactement le même positionnement que tous les mecs un peu malins, c'était le but de la vie, c'est d'échapper au salariat, c'est-à-dire à l'exploitation de sa force de travail, tu vois, à l'aliénation, quoi, et d'essayer de vivre autrement. Donc, et puis surtout de pas trop bosser, parce qu'en plus les 30 Glorieuses, c'était beaucoup plus facile à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On était le plus possible aux terrasses des cafés, on bricolait un peu dans la brocante, tu vois, on faisait des petits coups pour avoir un peu d'argent, et puis on passait son temps à chercher à baiser les filles, quoi, tu vois, et puis on avait un vrai goût pour la culture, et la vraie culture, tu vois, la culture profonde. Donc on lisait beaucoup, on allait au cinéma, on se cultivait, on draguait, on palabrait, et on travaillait le moins possible juste pour vivoter. On n'avait pas besoin de plus, parce que le confort, c'était le temps libre et la mobilité, tu vois, le fait de pouvoir aller aux terrasses des cafés. J'ai fait un bouquin sur la mode, parce qu'en fait, pourquoi je fais un bouquin sur la mode? Parce que je m'habillais pour rentrer dans les boîtes, et comme j'avais pas un rond, il fallait que j'ai l'air moins pauvre et plus smart que ce que j'étais réellement. Donc on allait aux puces, et on essayait avec un budget minimum de savoir acheter les fringues d'occasion les plus belles possibles. Donc je suis devenu par là même un spécialiste de la mode, pour pouvoir rentrer dans les boîtes pour draguer, tu vois, c'est des mécanismes très simples, tu vois. Et Sociologie du dragueur, c'est la continuation de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était, on ne fait rien, qu'est-ce que c'est que le but de la jeunesse? C'est baiser des belles gonzesses, et donc on apprend le métier, c'est-à-dire la drague de rue. Et puis à un moment donné, je fais ça pendant des années, et puis comme j'avais fait un succès avec les mouvements de mode, je me suis dit, tiens, il faut bien que je fasse quelque chose pour croûter, je vais faire un livre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire la drague. Et je fais Sociologie du dragueur. Mais là où j'ai un côté un peu qui me dépasse, c'est que j'aurais pu faire un guide de la drague, tu vois, un truc facile, simple, la drague en dit le son. Et je fais un bouquin qui est un bouquin de philo, un bouquin de sociaux, incroyablement ambitieux, difficilement lisible, tu vois. Je mets la barre très haut, quoi, tu vois, c'est ce côté, c'est ce qui me dépasse un peu. Et puis surtout, après avoir fait ce bouquin, je peux plus draguer, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, là je dis ça, c'est pas un hasard, c'est que j'ai rencontré ma femme. Et c'est le livre que j'ai fait pour bien lui montrer que j'ai arrêté le métier, quoi. Parce que le vrai de la drague par la drague. C'est le cadeau, ça a été mon cadeau de mariage, ça a été ce livre, puisque dès lors que je suis officiellement spécialiste de la drague, un dragueur ne dit jamais qu'il est dragueur, il est tout sauf dragueur, tu vois. Donc là j'étais complètement repéré, et d'ailleurs pendant des années ça m'a coûté très cher, parce que j'étais le spécialiste de la drague, l'ignoble dragueur des médias, et pour les filles c'est le monstre, tu vois. Elles sont obligées de te repousser. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un côté pervers, c'était je m'étais mis le handicap maximum, tu vois. C'est ce côté que j'aime bien, qui est la course au handicap. C'est-à-dire que quand les gens me disent ouais, finalement t'as pas réussi à percer dans le cinéma, j'ai dit mais attends, que j'ai réussi moi à faire un long métrage, à aller prendre 1 milliard de centimes à un producteur avec mon CV, c'est déjà énorme, tu vois. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui font que lécher des culs, aller à Cannes en stop pour essayer de faire un film et qui n'en font jamais. Moi, j'ai toutes les casseroles possibles et imaginables pour pas pouvoir faire de film, et j'ai quand même réussi à en faire un. Tu vois, donc il y a aussi ce jeu du handicap que j'aime bien, moi. C'est toujours parler de cordes dans la maison du pendu. Tu sais. Je suis un peu calmé maintenant, mais je pense que c'est l'âge. Avec l'âge, la testostérone baisse un peu, et c'est ce qui m'a libéré de l'énergie pour l'écriture. C'est-à-dire que je me suis mis quand même à produire de façon beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire que là, en 5 ans, j'ai sorti 4 bouquins quand même. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai moins dragué. Parce que je me suis marié, parce que j'ai un peu vieilli. Parce que c'est vrai que pendant des années, la drague m'a pris pratiquement tout mon temps. C'est-à-dire que il y a un côté addiction, hein. C'est une drogue. Hein. D'ailleurs, dès lors que je vois très bien le truc, c'est que la drague et l'héroïne, c'est des vases communicants. Hein. Quand tu dragues moins, tu te drogues plus. Quand tu dragues plus, tu te drogues moins. Tu vois, il faut qu'il y ait, tu vois, il faut qu'il y ait l'un ou l'autre. T'es des dragueurs héroïnisés ou... Non, mais je veux dire, si les périodes où j'ai pu draguer, j'avais un tel manque existentiel qu'il fallait que je le compense, et il m'est arrivé, si tu veux, de tomber dans certaines addictions de produits interdits dont je ne parlerai pas. Mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais été un drogué de la drague. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était totalement pathologique. Hein. Ça me dépassait totalement. Et que ça m'avait empêché, de toute façon, de faire une carrière normale. Puisque je me rappelle, j'ai eu certains rendez-vous. Un jour, j'ai un rendez-vous avec une agence de pub, la CLM BBDO, tu vois, pour être engagé comme planeur stratégie à 45 000 balles par mois, tu vois.
j'y vais, et sur la route, je vois une belle gonzesse, je lui parle, je la suis, je vais pas au rendez-vous, tu vois, alors que j'avais rendez-vous avec le big boss, tu vois. Et ça, tu vois, c'était plus fort que. Et ça m'a sauvé d'une certaine manière, parce que sinon j'aurais pu devenir un petit compte publicitaire comme Bec BD. Et non. Une forme, justement, comment tu as pu concilier ça avec juste 20 ans de drague, enfin je sais pas combien d'années de drague tu as passé pour faire ton échantillon statistique significatif? Ah bah là je parle de toutes les meufs que j'ai réussi à emballer, mais je te parle pas du nombre de meufs avec lesquelles je me suis grillé, parce que je me suis mis à parler de politique alors qu'il aurait pas dû, tu vois, il n'aurait pas fallu. J'en ai foiré beaucoup aussi, hein. Mais je le savais, tu sais, je savais exactement la faute qu'il fallait pas faire, et parfois je la faisais. C'était une question de... Ça dépendait du manque, tu vois, c'est une question de testostérone, tu vois. Mais souvent, ouais, j'ai fait l'erreur, mais en connaissance de cause. Parce que tu sais très bien les sujets à pas aborder avec les filles. Quand je me faisais chier avec une conne super belle, mais vraiment très très conne, et que j'avais honte de désirer à ce moment-là une conne, à un moment donné, je lui faisais comprendre que je la prenais pour une conne, ce qui était une erreur totale. Mais ouais, effectivement, j'avais ce sursaut moral, tu vois. Ça m'arrivait pas à chaque fois, mais ça m'est arrivé... ça m'est arrivé où j'étais moi-même mon propre ennemi, tu vois. Je foutais en l'air toute ma technique, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Et du coup, bah, je rentrais chez moi lire, tu sais, parce que quand tu rentres, t'as pas baisé, t'as la haine, t'as une énorme énergie, et je me jetais sur un bouquin de philo marxiste, tu vois. Tu vois, donc il y a aussi ça, tu vois, la femme et le livre, tu sais. Garder un peu de libido pour lire. Ouais, oui, bah oui, c'était vraiment... Pour moi, il y a deux choses, il y a le livre et la femme, qui sont vraiment les opposés absolus, quoi. Et d'ailleurs, il faut équilibrer les deux, hein. Il y a des mecs qui ont 100% livre, 0% femme, ça c'est Althusser, quoi, tu vois, c'est des cons, tu vois. Tu peux pas être intelligent si t'as pas connaissance du réel et bagage théorique, tu vois. Il faut en permanence garder les deux en contact. La femme et le livre, pour ça c'est parfait, tu vois. C'est le réel, tu vois, le réel, et c'est ces deux choses associées. Si t'as la femme sans le livre, t'es un bourrin. Si t'as le livre sans la femme, t'es un espèce d'ange perdu sur Terre, tu vois, mais t'es pas un homme, tu vois, c'est-à-dire que tu produis du concept pour te protéger d'une réalité qui te terrifie, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai connu des mecs comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est Althusser. J'en parle dans le bouquin, pas par hasard. C'est-à-dire qu'à la fin, le mec, il étrangle sa femme, il tue sa femme, tu vois, il devient fou, tu vois. C'est pas un hasard, tu vois, ça s'explique. Parce que je pense qu'à la fin, il comprend qu'il est passé toute sa vie à côté de la vie, quelque part, et que finalement, c'est un couillon, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment une œuvre médiocre, Althusser. J'explique bien que le but de la drague, c'est de se préparer à rencontrer la femme qui est vraiment faite pour toi, pour laquelle tu es vraiment faite. C'est un long processus d'apprentissage, d'initiatique, comme dans les romans, enfin pas les romans d'ailleurs, les épopées, les chansons de gestes et tout ça. Et à la fin, bah, tu rencontres enfin la femme que tu cherchais, t'arrêtes de draguer, et le mariage d'église, c'est le symbole que enfin tu renoues avec la transcendance, tu vois, parce que la drague, c'est le rapport à la femme réduit à sa réalité mécanique, tu vois, c'est l'immanence absolue, tu vois, c'est que du bricolage, c'est que du hardware, là, tu vois, tu étais les mains dans le cambouis tout le temps. Et donc c'est parfaitement logique. Tu passes de ce monde de matérialiste et mécanique complet qui est la femme comme appareil, enfin comme chose à contrôler, au mariage devant Dieu qui est à un moment donné, tu renoues avec le monde de l'âme, tu vois, donc c'est tout, enfin je veux dire, tout le vrai monde est comme ça, tu vois, je veux dire, c'est comme le cinéma de Buñuel, enfin tu vois, alors on se dit ouais, c'est paradoxal, c'est contradictoire, non, c'est la réalité est comme ça, tu vois, c'est... Il n'y a pas un moment où tu te dis ça arrivera jamais, quand tu arrives à 550 par exemple? Ah bah justement, tu te dis j'y arriverai jamais, à un moment donné ça t'arrive, et tu dis donc j'ai la grâce, c'est ça que tu te dis. Tu te dis j'ai quand même la grâce, c'est-à-dire tu dis quelque part Dieu est avec moi même si tu crois pas, parce que de temps en temps il t'arrive un truc bien. Moi dans ma vie j'ai fait n'importe quoi, on a toujours dit que j'allais crever demain ou je terminerai clodo, et j'ai toujours le petit truc magique qui m'arrive au moment où d'ailleurs où je suis pratiquement au fond du trou, tu vois, qui fait que je m'en sors, et qui me dit j'ai un destin, j'ai la grâce, tu vois, ça te donne... si t'as pas le sentiment du destin, tu peux pas tenir, tu peux pas mettre la barre, c'est trop fatigant, tu vois, donc il faut que tu aies ce côté un peu mystique quelque part, tu vois, et tout le monde l'a ce côté-là, tu vois. Joseph Staline l'avait, enfin tu vois, Ho Chi Minh, enfin tu vois, tu peux être un matérialiste intégral et avoir cette petite dimension mystique, tu dois croire en ta bonne étoile, tu dois croire aux signes, tu dois croire aux symboles, tu remarqueras que les grands hommes politiques ont tous consultent des voyantes, tu vois, c'est pas un hasard, c'est que c'est tellement angoissant, réduire le monde à
tu sais, à une combinaison de probables, tu vois, à une réalité, cette réalité pascalienne qui terrifiait Pascal lui-même, tu vois, le monde de la géométrie, tu vois. C'est pas possible, c'est trop. Anthropologiquement, c'est pas supportable. Donc il faut que tu te dises, il y a un petit truc en plus, une petite étincelle. C'est-à-dire que parfois, je me dis, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ça a forcément une cohérence qui me dépasse pour l'instant. Quand j'aurai plus de recul, je comprendrai pourquoi j'ai fait ça. Tu vois, je me dis ça, tu vois. Et un jour, il y a un mec qui m'a dit, un mec qui était intelligent, qui m'a dit, toi, quand on prend du recul avec toi, on se rend compte qu'on a l'impression que tu fais n'importe quoi, et quand on se recule, on voit que en fait, tu dessines un jardin à la française. Et je me dis, ce mec-là, il est vachement intelligent, il a compris un truc sur moi que j'avais pas compris, et il vient de me l'apprendre. Alors, je sais pas comment il a fait pour voir ça, tu vois, parce qu'il m'a dit ça il y a 15 ans, tu vois. Et je me répète cette phrase régulièrement. Je me dis, t'es en train de dessiner un jardin à la française, mais comme j'y suis, toi, tu sais, c'est le truc du recul, tu vois. Je n'ai pas le recul, mais je sais que quelqu'un l'a pour moi, tu vois, et de temps en temps, je me dis, je comprendrai plus tard pourquoi j'ai fait cette... Par exemple, le dérapage, je me dis, je comprendrai plus tard pourquoi j'ai fait ce dérapage, qui était tellement contre-productif au moment où je l'ai fait, tu vois. Je me dis, il va s'intégrer dans une logique. À un moment donné, ça sera dans une logique plus vaste, et ça deviendra un élément positif a posteriori.